Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal du sport. Et aujourd'hui, un programme riche en performances et en belles images. Restez avec nous, on est parti. Et on ouvre tout de suite cette émission avec l'épilogue du feuilleton autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle que le Maroc devait accueillir la compétition, mais le pays, à cause de l'épidémie du virus Ebola en Afrique, a refusé. La Confédération africaine de football a donc disqualifié le Maroc de la compétition et l'on attend d'autres sanctions. Par exemple, l'interdiction de participer à la prochaine Coupe du Monde. La CAF a dû faire un choix et c'est la Guinée équatoriale qui organisera la 30e édition de la CAN entre le 17 janvier et le 8 février prochain. Et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Patrice Carteron, entraîneur de l'équipe congolaise du tout-puissant Mazembe, pour en parler aujourd'hui. Monsieur Carteron, bonjour. Bonjour. Alors, vous qui connaissez très bien l'Afrique, est-ce que le choix de la Guinée équatoriale, pour vous, c'est un choix judicieux? Est-ce que vous pensez que le pays a les infrastructures et l'expérience qui sont nécessaires pour organiser une compétition de ce calibre-là? Le premier élément, vous savez, si la CAF déjà insiste pour qu'il y ait une compétition tous les 2 ans, c'est pour aider un continent qui en a besoin au niveau des infrastructures. Cette compétition organisée, comme il est dit, tous les 2 ans, permet à des pays de se structurer, d'avancer. L'avantage de la Guinée équatoriale, c'est que c'est un pays qui avait co-organisé la compétition il y a quelques petites années en collaboration avec le Gabon. Ça veut dire qu'il y a déjà des sites existants. Et je suis persuadé, comme c'est souvent le cas en Afrique, que dans les semaines qui vont venir, le pays va mettre les bouchées doubles pour arriver vraiment à compléter 2 autres sites supplémentaires et faire en sorte que le pays continue son avancée. Et en tout cas, je trouve que c'est un bon choix parce que ça permet déjà à un nouveau pays de se développer. Et puis ça permet également à ce pays qui avait déjà connu il y a quelques mois de ça cette compétition d'accueillir au dernier moment les équipes dans les meilleures conditions. Et justement, au-delà des infrastructures, vous nous parliez de ça, des délais, organiser une compétition en seulement 2 mois. Est-ce que le pays va réussir à tenir ces délais extrêmement serrés? Oui, vous savez, c'est 4 poules avec 4 effectifs à loger. Souvent dans la réactivité, l'Afrique est capable, les Africains sont vraiment capables de faire des choses assez incroyables. Je l'ai vécu à l'époque en étant sélectionneur du Mali, où en quelques semaines, on avait réussi à bâtir un centre d'entraînement tout neuf avec tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de bonne volonté, donc je suis entièrement persuadé en tout cas que cette compétition va être très belle et va très bien se passer. Et au-delà des infrastructures et de l'organisation, il y a eu toute une polémique autour de la CAN. Ça a entraîné des propos plus que maladroits de la part de certains entraîneurs européens. On pense par exemple à Willy Sagnol. Comment les footballeurs africains vivent-ils toutes ces polémiques? L'Afrique est un continent, les joueurs ont des particularités avec des qualités, avec des défauts aussi. Je sens moins ici sur le continent d'inquiétude par rapport au virus d'Ebola qu'on peut en avoir en Europe. Il faut espérer malgré tout que ce virus vraiment qu'on va trouver rapidement un vaccin. Après, au niveau des clubs européens, je pense qu'il y a parfois aussi un peu de mauvaise foi parce que des clubs prétextent qu'ils ne veulent pas libérer leurs joueurs à cause du virus Ebola. J'estime que les conditions dans lesquelles les footballeurs professionnels sont hébergés, les conditions, les joueurs sont souvent isolés dans des hôtels. Donc sincèrement, je pense que le risque pour l'ensemble des joueurs de foot est totalement nul et que souvent les réflexions qui ont été faites en Europe pour des soi-disant craintes pour leurs joueurs étaient tout simplement une façon pour ces clubs-là d'essayer de garder leurs joueurs pendant cette période où les clubs européens sont souvent privés d'éléments très intéressants. Merci beaucoup, Monsieur Carteron, pour cette analyse et à très bientôt sur i24 News. Allez, football, toujours avec la 4e journée des éliminatoires pour l'Euro 2016. L'Espagne n'a pas fait de détail face à la Biélorussie et s'impose 3-0. La Slovaquie confirme son parcours parfait avec une victoire en Macédoine 2-0. Dans le groupe, 4e victoire pour l'Angleterre, 3-1 contre la Slovénie. La Suisse écrase la Lituanie 4-0. Enfin, retour mitigé pour Ibrahimovic qui a marqué avec la Suède mais qui concède le match nul contre le Monténégro.
Et puis il y a eu d'autres rencontres vendredi. La Pologne est dans une forme étincelante et a battu la Géorgie 4-0. Pas de problème pour l'Allemagne face à Gibraltar. Dans le groupe F, la Roumanie est en bonne position grâce à sa victoire 2-0 sur l'Irlande du Nord. La surprise nous vient de Grèce où la sélection hellène a perdu face aux îles Féroé. Une véritable humiliation. Enfin, dans le groupe I, le Portugal s'impose in extremis contre l'Arménie grâce à une réalisation de Cristiano Ronaldo. Et évidemment, nous reviendrons plus en détail sur tous ces résultats dans le journal du foot avec Valérie Pérez et Emmanuel Petit. On parlera également du résultat d'Israël qui joue ce soir à Haïfa contre la Bosnie. Et puis du ballon rond encore. Sport et politique font rarement bon ménage. À Chypre, la séparation de l'île en 2 territoires depuis 1974 empêche le football de se développer. Dans la minuscule fédération de football de la République turque de Chypre du Nord, pas de place pour les compétitions internationales. Les joueurs doivent se contenter d'un championnat amateur et isolé. Mais une équipe sort du lot, Çetin Kaya et ses 14 titres de champion. Reportage dans les coulisses de ce club qui se bat pour exister. Dans la minuscule fédération de football de la République turque de Chypre du Nord, une équipe sort du lot, Çetin Kaya et ses 14 titres de champion. Mais dans cette Super League, la première division, seulement 14 clubs s'affrontent et aucun n'est professionnel. À cause de la situation politique de l'île, divisée en 2 depuis 1974, les clubs du Nord n'ont pas le droit de participer à des compétitions internationales. Conséquence, les clubs ne jouent qu'entre eux. Je veux jouer contre d'autres équipes. Je veux accumuler de l'expérience et gagner plus d'argent grâce à cette activité. Mais c'est impossible ici. Les salaires des joueurs ne dépassent pas 500 € et ils ont tous un métier en dehors du terrain. D'après le coach du Çetin Kaya, cet isolement sportif pèse sur leur niveau de jeu. Nos jeunes ne peuvent pas progresser car la situation ne leur offre pas d'avenir. Nous jouons seulement à un niveau amateur. Seul bol d'air pour la fédération, l'arrivée de quelques joueurs venus de l'étranger qui espèrent faire leur preuve à Chypre. Pour un débutant, c'est bien. Tu viens, tu fais tes débuts ici de 3 ans. Tu fais un bon carrière. Et si tu as un bon manager, tu peux aller chercher ailleurs, quoi. Ce soir, Çetin Kaya joue contre Doğan, le derby de Chypre du Nord entre les 2 plus grosses villes, Nicosie et Kyrenia. Et ses joueurs espèrent une chose, affronter un jour les équipes du Sud qui participent aux prestigieuses Coupes d'Europe. Un projet d'unification des fédérations a été lancé en 2013, mais rien n'a avancé en un an. Nous avons fait ce qui nous était demandé. Maintenant, il faut qu'ils réagissent. Il faut qu'ils aient de la pitié pour les jeunes. Les problèmes politiques n'intéressent que les politiciens. Nous ne sommes que des sportifs. Signe que les mentalités peuvent changer, un joueur chypriote grec a signé pour la première fois fin septembre dans un club du nord de l'île. Une décision qui a provoqué un tollé au sud. Il a même assuré avoir reçu des menaces de mort. Et puis un mot de rugby à présent, la France est enfin parvenue à prendre le dessus sur l'Australie. Après 3 défaites de suite contre les Wallabies, les tricolores se sont imposés au Stade de France 29-26. Un petit exploit, surtout que les Bleus ont terminé la rencontre en infériorité numérique. Teddy Thomas est à l'honneur, le nouveau venu ailier du Racing Métro a marqué un nouvel essai, son 4e en 2 rencontres. Il est la bonne surprise de cette série de test-matchs à 1 an de la Coupe du Monde. Cette victoire est de très bon augure. On écoute les réactions d'après-match. C'est un match très important à moins d'1 an de la Coupe du Monde, voilà, de montrer au monde entier qu'on est capable de rivaliser avec les meilleurs, ça c'est sûr. Les cas de dopage se multiplient malgré les lois qui s'accumulent pour les éviter. L'Europe est la championne de la détection et des sanctions contre les tricheurs. L'athlétisme est particulièrement touché par ce fléau. Les athlètes consomment des produits illicites sans parfois même savoir qu'ils se droguent. Mais faut-il croire à l'angélisme de ces sportifs qui avalent des pilules parfois suspectes? Les explications de la rédaction d'i24 News. Le dopage perturbe à nouveau le monde de l'athlétisme. L'Allemagne vient de présenter un projet de loi qui prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour les sportifs coupables de s'être dopés. Un signal fort pour les athlètes.
Le texte prévoit des amendes, mais aussi la confiscation des prix reçus lors de performances accomplies grâce au dopage. Le but de cette loi est de maintenir l'intégrité des sports et de combattre le dopage. Nous présentons une loi efficace, une loi courte, une loi claire, mais une loi dure. En France, c'est l'athlétisme qui défraie la chronique. La moisson de médailles au dernier championnat d'Europe à Zurich a été impressionnante. 23 récompenses, dont 9 en or, soit le meilleur bilan de l'histoire pour la délégation tricolore. Et pourtant, la médaillée de bronze du 10 000 mètres Laila Trabi vient d'être placée sous garde à vue après que des gendarmes ont retrouvé de l'EPO dans son appartement. L'ex-ministre des Sports française, Valérie Fournéron, vient de prendre la présidence du comité médical de l'Agence mondiale antidopage. Elle compte bien enrayer les phénomènes par tous les moyens possibles. Il faut en permanence, et les méthodes dopantes, il faut en permanence être dans l'actualité, même anticiper parfois le détournement d'un certain nombre de produits pharmaceutiques. Et dans quelques semaines, je serai à Tokyo, où il y a tout un symposium avec l'industrie pharmaceutique pour que nous puissions de mieux en mieux travailler en amont de la mise sur le marché des produits pharmaceutiques qui pourraient être détournés de leur usage. Le cas Trabi n'est que le dernier en date d'une longue série d'affaires. En juin dernier, le lanceur de marteau Quentin Bigot était passé aux aveux après un contrôle positif au stanozol. Idem pour Teddy Tango, champion du monde de triple saut, suspendu pour 1 an pour ne pas avoir été localisable à 3 reprises pour se soumettre à un contrôle inopiné. Le sportif assumait pourtant pleinement ses prouesses cet été. Maintenant, mon corps sait ce que ça fait d'atterrir à 18 mètres et de le valider sur le papier. Parce que c'est vrai que j'avais mordu ces marques assez souvent. Mais maintenant, le fait de le réaliser, c'est vrai que le cerveau retient. Et le cerveau, en tout cas, j'espère qu'il me le rendra plus tard. Même situation pour Alice Decaux, sélectionnée pour les mondiaux de Moscou en août dernier. La hurdleuse française est contrôlée positif à un complément alimentaire qui contenait des amphétamines. Résultat, 6 mois de suspension. L'athlète a pourtant toujours clamé son innocence et son ignorance du problème. Une situation qui concerne de nombreux sportifs. En clair, il faut éduquer et encore éduquer ces athlètes qui montent, en particulier ceux qui viennent de milieux désavantagés, pour qu'ils sachent bien qu'un complément donné de façon illégale, ça peut être dangereux. Il ne faut pas le prendre car il y a des règles et au final, vous allez perdre. Les plus grands champions le savent bien, ils doivent rester vigilants et ne pas accepter n'importe quoi. La responsabilité n'incombe plus seulement aux entraîneurs. En tant qu'athlète, il faut être très prudent parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses sur la liste des produits interdits que vous ne pouvez pas connaître. Donc il faut être au courant tout le temps, c'est un peu difficile. Reste à savoir si les athlètes sont humainement capables de répondre aux attentes de leurs coachs, sponsors et publics. La tentation est grande pour remporter des titres. Et puis tennis à présent avec la finale du Masters de Londres qui se joue ce soir. La demi-finale 100% suisse du Masters entre Roger Federer et Stan Wawrinka a tourné à l'avantage du premier nommé en 3-7 serrés, 4-6, 7-5, 7-6. Le Balois tentera de remporter dimanche une 7e couronne dans le tournoi des maîtres. Et pour ce faire, il devra dominer le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Justement, le Serbe s'est quant à lui imposé face à Kei Nishikori en demi-finale en 3-7, 6-1, 3-6, 6-0. Le début du match fut à sens unique. Le Serbe a rapidement pris l'ascendant sur un Japonais dépassé en vitesse et en puissance. Dominateur dans le jeu, Djokovic s'est appuyé sur une première balle solide et à force, le numéro 5 mondial a abrégé les échanges au prix de nombreuses fautes directes. Un mot de NBA maintenant, tout va bien pour les Dallas Mavericks. Les Texans ont battu cette nuit les Timberwolves de Minnesota 131-117. Une 3e victoire de suite grâce notamment à Ellis, auteur de près de 30 points sur la rencontre. En face, Kevin Martin a tout fait pour tenir avec 34 points à lui seul. Mais rien n'y a fait, Dallas est sur un nuage en ce moment. Les Mavericks réalisent un excellent début de saison avec 7 victoires et seulement 3 défaites. Et puis basket toujours, regardez ces images incroyables. Le joueur Corey Sunderlow a battu le record du plus long tir de basketball à l'envers. La balle a parcouru pas moins de 25 mètres. L'équipe, ou plutôt la troupe des Harlem Globetrotters, dont il fait partie, enflamme régulièrement les parquets internationaux avec ses tournées annuelles et ses acrobaties complètement folles. Corey est le rookie de l'équipe, c'est-à-dire la nouvelle recrue. Et ce n'est pas un hasard si la date du 14 novembre a été choisie, puisque depuis 2004, des millions de personnes tentent
tente d'établir de nouveaux records, toutes disciplines confondues à ce moment de l'année. Rendez-vous donc l'année prochaine pour des performances encore plus exceptionnelles. Et puis on ouvre une page MotoGP assez inhabituelle. C'est inédit, la famille Marquez s'inscrit à jamais dans cette discipline grâce à un doublé fraternel. L'Espagnol Alex Marquez est devenu champion du monde de Moto3 quelques semaines après le sacre de son aîné Marc Marquez en catégorie reine. Le jour du couronnement du cadet, l'aîné a établi un nouveau record de victoires avec 13 succès en une seule saison. C'est la toute première fois en 66 ans d'existence du championnat du monde de MotoGP que deux membres d'une même fratrie sont sacrés champions la même année. Les deux frères de 18 et 21 ans, originaires de Catalogne, ont célébré ces exploits comme il se doit, comme vous le voyez sur ces images. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Demain, encore plus de résultats sportifs. En attendant, restez avec nous. L'info continue sur i24 News.